qui nous rejoignez par la suite. Donc, merci à toutes et tous d'être assez nombreux aujourd'hui pour les 3 points qu'on vous a préparés, qui consistent à parler du temps partiel, parce qu'il y a un peu de nouveau sous le soleil pour le temps partiel dans la fonction publique territoriale, l'émission temporaire, un petit focus sur le service qui est proposé, et le SMAC également, une nouvelle séquence en fait pour expliciter un petit peu comment et pourquoi solliciter le service de médecine agréée et de contrôle, le service MAC. On aura aussi une séquence d'actualité, de petites informations, assez variées, et en particulier aussi un petit point sur l'assurance statutaire, parce qu'il y a une toute petite actu à rappeler en ce début d'année 2025, donc ce sera Sophie. Comme d'habitude, les agents du CDG sont à disposition via le chat pour répondre à vos questions. Je vais essayer de suivre les questions, donc n'hésitez pas à reposter votre question si jamais vous constatez que nous avons passé et que nous n'avons pas encore répondu. Et puis les collègues qui interviennent, bien sûr, après leur séquence, ils peuvent rester connectés un petit peu pour les questions qui tomberaient après leur présentation. Ce sera toujours sympa, et les questions arrivant souvent après coup. Je vous propose de commencer dans l'ordre, le temps partiel, ensuite l'émission temporaire, le SMAC et la petite séquence d'actu. La séquence visio se terminera par un tout petit questionnaire hyper rapide, en particulier pour savoir comment vous trouvez cette visio, et surtout pour avoir les idées de thèmes que nous pourrions aborder, puisqu'on est en pleine conception des calendriers et des sujets que nous aborderons sur les Visionnaires pour tout savoir. On a comme ambition en 2025 d'inviter un petit peu plus souvent des intervenants extérieurs, des institutions, des partenaires institutionnels pour enrichir et diversifier un peu nos sujets. Eh bien, c'est parti pour tout ce qui est carrière instance paritaire avec les temps partiels. Mesdames, c'est à vous. Oui, donc bonjour à tous. On pourrait peut-être présenter aussi notre nouvelle collègue avant de démarrer cette visio. C'est Émilie Bizzac, qui a pris son poste le 2 janvier 2025 au sein du pôle CIP. Donc, elle exerce les missions de conseillère juridique et statutaire. Voilà. On lui souhaite la bienvenue dans cette première réunion 1 heure pour tout savoir. Voilà. Merci, enchantée. Donc bonjour à tous. Donc avec Émilie, on va vous présenter l'assouplissement du temps partiel. Donc, on va partager l'écran. Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Ça y est. Alors, voilà, ça y est. On le voit. On voit les dieux. Oui, c'est tout. D'accord. Donc, un décret est paru le 31 décembre 2024 qui vise à assouplir pour les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet et les agents contractuels les conditions qui sont requises afin de solliciter le bénéfice d'un temps partiel de droit ou sur autorisation. Donc, ce décret est applicable au 1er janvier 2025. On va faire tout d'abord un petit rappel sur les différents types de temps partiel. Donc, il y a 2 temps partiels, le temps partiel de droit et le temps partiel sur autorisation. Donc, concernant le temps partiel de droit, il est accordé aux fonctionnaires et aux agents contractuels à l'occasion de chaque naissance jusqu'aux 3 ans de l'enfant, à l'occasion de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 ans suivant l'arrivée au foyer de l'enfant, pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave, et lorsque l'agent relève d'une catégorie de handicap après l'avis du service de médecine préventive. Donc ça, c'est les cas de temps partiel de droit qui sont accordés dès que l'agent remplit les conditions. Il existe également le temps partiel sur autorisation qui est soumis aux nécessités de service. Donc le temps partiel qu'on peut appeler pour convenance personnelle de l'agent et le temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise. En principe, le temps partiel est une durée de 6 mois à 1 an. Il est renouvelé par tacite reconduction jusqu'à 3 ans. Et au-delà de 3 ans, il faut faire une nouvelle demande. Il y a une petite exception, c'est pour le temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise, qui lui est d'une durée maximum de 3 ans, renouvelable pour une durée d'1 an. Alors, les modifications apportées par le décret s'adressent aux agents à temps non complet, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels. Donc ça, c'est la nouveauté au 1er janvier 2025.
Et également, pour les agents contractuels, ça supprime la condition d'ancienneté. Désormais, ils pourront bénéficier d'un temps partiel à l'occasion de l'accueil d'un enfant et de naissance, sans qu'il y ait besoin qu'il soit présent au sein de la collectivité depuis au moins 1 an. On va faire un petit point sur la particularité du temps partiel pour les temps non complets. Il y a une différence sur la quotité de travail pour les temps complets ou les temps non complets. Pour les temps complets, la quotité peut varier entre 50 et 99% pour le temps partiel sur autorisation, en fonction de la délibération qui est prévue dans la collectivité. On dit que ça ne peut pas être inférieur au mi-temps, mais ça pourrait être très bien 75%, pas forcément un chiffre rond. Alors que pour un temps non complet, c'est prévu que la quotité ne peut être que de 50, 60, 70, 80 ou 90%. Donc il y a une différence avec les temps complets. Le décret, il indique que les fonctionnaires ou les contractuels à temps non complet peuvent être autorisés à bénéficier d'un temps partiel sous réserve des nécessités de service, dont la durée est égale donc entre 50 et 90%, donc avec les quotités que j'ai dit tout à l'heure, les fixes, de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Donc ce point va être éclairci par Émilie avec un exemple car il est un peu particulier. Oui, on peut se poser la question donc d'un agent à temps non complet qui ne pourrait pas être à temps partiel au final de 50% quand on lit cette phrase. Et en fait, il faut bien penser que le temps complet ou le temps non complet renvoie à la durée hebdomadaire de service, donc au poste, alors que la notion de temps partiel ou temps plein renvoie à la durée de temps de travail exercé par l'agent. C'est ce qu'on vous montre par ces exemples en fait. On voit qu'un poste à temps complet plus un agent à temps plein, c'est égal à un 35 heures. Mais si l'agent il décide de prendre un 50%, donc un mi-temps, le poste il reste à temps complet, donc sur 35 heures. Donc l'agent est à 50% et son temps de travail sera 17h30. Pour un poste dont la durée hebdomadaire de service est à 20 heures, donc on voit que le temps complet plus l'agent à temps plein, c'est 20 heures. Si l'agent est pris à mi-temps, il pourra exercer donc à 10 heures, même si le temps affecté au poste reste bien 20 heures à temps complet. Donc, suite à ces modifications, le modèle de délibération concernant l'organisation du temps partiel au sein des collectivités va être mis à jour sur le site internet du CDG 88 dans la partie carrière modèle d'acte. Il va falloir que les collectivités revoient leur délibération sur le temps partiel. Donc, il va falloir saisir préalablement le comité social territorial pour avis avant de délibérer, sachant que le prochain CST a lieu le 25 mars, avec une date limite de saisine sur Agir le 4 mars. Après l'avis du CST, les collectivités pourront donc délibérer on vous précise que les modèles d'arrêté ont été mis à jour sur le logiciel Agir pour les futures demandes des agents concernant le temps partiel. Voilà, on vous a mis sur le PowerPoint les références juridiques et on reste à l'écoute si vous avez des questions. On ne vous entend pas, Frédéric. Ah, mille excuses. A priori, pardon. A priori, il n'y a pas de questions, mais si vous pouvez rester connecté, parce qu'il va peut-être y en avoir une fois on sera passé sur la séquence suivante. Bon, a priori, tout est clair. En tout cas, ce sont des rectifications assez utiles et qui permettent de faire un peu de ménage et d'aligner en fait les droits des contractuels sur les titulaires. Donc ça, c'est plutôt une tendance de fond. Toujours pas de questions, donc on va passer à la suite. Après le temps partiel et les assouplissements, c'est les missions temporaires. Donc pour le coup, la parole est à David. Qu'y a-t-il de nouveau ou de pas nouveau d'ailleurs, David, sur les missions temporaires et puis c'est un service qui marche. Je sais pas si tu avais prévu de donner un petit peu les chiffres globaux un petit peu pour se rendre compte de l'activité, mais c'est plutôt un service qui marche très fort. Voilà. Donc je te laisse, vas-y. Je te laisse la parole.
Donc bonjour à tous, donc David Lambolaise. Alors j'interviens avec plaisir aujourd'hui pour vous parler des missions temporaires du service et pas que. Je vais aussi faire un petit focus en fait sur une nouvelle convention en fait qu'on a adoptée au CA du centre de gestion très récemment et qui permet en fait de compléter un petit peu le service des missions temporaires dans le sens où j'ai pu constater, je pense que vous aussi, qu'il peut être assez compliqué de recruter des agents techniques sur des missions très courtes avec un faible volume horaire et des missions qui durent pas dans le temps. Par exemple, une journée ou deux par semaine pendant X semaines. Euh, pour ces missions-là, effectivement, même par le biais des missions temporaires, c'est pas forcément évident de trouver du personnel compétent qui a les bonnes qualifications, les bonnes habilitations. Et du coup, on peut aujourd'hui proposer une solution secondaire qui est la mise à disposition de l'agent en fait technique du centre de gestion, Monsieur Hervé Laporte, sur justement des missions vraiment de très courte durée. Ça pourrait être pour de l'entretien des espaces verts, de l'entretien de la voirie, de l'entretien du bâtiment avec de la petite maçonnerie. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un appui logistique pour divers événements. Pourquoi pas. Donc sachez que si vraiment vous avez des besoins vraiment très ponctuels, n'hésitez pas à nous contacter au service mission temporaire indirectement pour qu'on puisse vous mettre en relation le cas échéant avec notre agent pour qu'il puisse justement faire l'intérim pendant le temps nécessaire. Euh, Toujours un petit peu dans le même principe, je vais faire un petit rappel aussi sur nos secrétaires de mairie itinérantes, puisqu'au sein du centre de gestion, on a 2 secrétaires de mairie itinérantes que vous connaissez peut-être. Donc Catherine Ramella et Léa Gérardin, pour ne pas les citer. Et en fait, elles visent à répondre à un besoin et à un constat, c'est qu'il y a une pénurie en fait dans les Vosges, et pas que, hein, c'est valable en France entière, malheureusement, de secrétaires de mairie, ce qui peut poser de très très gros soucis en cas d'absence prolongée. Alors les raisons sont diverses et variées. Le gouvernement du coup a commencé à répondre à ce problème par notamment la revalorisation des secrétaires de mairie, mais il est clair que ça ne suffit pas, en tout cas à l'instant T, ça ne suffit pas. Donc, on a donc 2 secrétaires de mairie en fait au centre de gestion qui peuvent, que vous pouvez mobiliser en fait en cas de besoin, que ce soit pour assurer des remplacements temporaires, hein. Si par exemple votre secrétaire de mairie est momentanément absente, je pense à de la maladie bien sûr, ça peut être un accident du travail, des congés payés, une disponibilité, un détachement par exemple. Mais au cas où votre secrétaire est momentanément absente, mais elle a vocation à revenir, vous pouvez faire appel au secrétaire de mairie itinérant du centre de gestion, justement pour assurer l'intérim en quelque sorte, hein, le temps que votre secrétaire reprenne son poste. Ça peut aussi être intéressant, je pense, hein, de les solliciter dans le cas où votre secrétaire, malheureusement, part définitivement. Retraite, mutation, rupture conventionnelle ou que sais-je. Parce qu'on le sait malheureusement que les délais pour recruter des secrétaires de mairie peuvent être longs au regard encore une fois de la pénurie qui existe et qui est vraiment réelle sur le marché de l'emploi. Donc ça peut être un palliatif en quelque sorte en attendant de recruter quelqu'un. Ça peut même vous permettre, si vous recrutez un ou une secrétaire qui n'a pas forcément d'expérience en tant que secrétaire de mairie, de former sur le tas en plus et en association avec des formations au CNFPT, votre futur secrétaire de mairie. Voilà, ça peut être une piste assez intéressante. Alors, sachant aussi que le centre de gestion répond à cette pénurie de secrétaires de mairie depuis de nombreuses années maintenant par le biais d'une formation qui était jusqu'alors effectuée en partenariat avec le CNFPT et Pôle emploi. Alors, ce partenariat n'existe plus aujourd'hui. En revanche, mes collègues vont organiser une nouvelle formation avec un nouveau partenariat, la CCI et France Travail. Donc, il y a juste une différence d'un partenaire en fait. La durée de la formation va être un petit peu modifiée aussi. On va être sur une formation un peu plus longue. La prochaine va commencer du 22 avril, va prendre fin le 13 octobre. Et la grande différence avec les formations que vous avez sûrement connues au CNFPT, c'est qu'on a seulement 2 périodes de stage, mais des périodes plus importantes. On a une première période du 16 juin au 4 juillet et une seconde période du 25 août au 8 octobre. Et pour ces périodes, comme avant, on recherche évidemment des tuteurs pour accueillir en fait les stagiaires et pour leur montrer sur le terrain quel est vraiment le travail concret d'un ou d'une secrétaire de mairie et pour les faire monter en compétences en plus de la formation théorique qui aura lieu à la fois à la CCI et au centre de gestion dans les nouveaux locaux.
Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter et vous pouvez contacter plus spécifiquement mon collègue, monsieur Guillaume Cuny. Je vous indiquerai, dès que j'aurai terminé ma présentation sur le chat ses coordonnées pour que vous puissiez vous faire part de votre intérêt pour être tuteur et pour l'accueil d'un ou d'une stagiaire. Voilà, sachant qu'effectivement, ça commence finalement dès la fin du mois d'avril. Voilà. Ça, c'est vraiment pour la partie secrétaire de mairie. En parallèle, on a effectivement le service mission temporaire dont parlait tout à l'heure notre directeur. Alors, le service mission temporaire, je pense que beaucoup le connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est assez simple. Le service mission temporaire a vocation à agir comme une agence d'intérim pour des entreprises. Concrètement, c'est un petit peu le même mode de fonctionnement. Euh, voilà, on parlait tout à l'heure effectivement des chiffres. On est en moyenne 200 missions par mois. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Et quel est l'intérêt du coup d'un tel service dans les collectivités? Alors déjà, c'est au niveau de la tarification. On n'est pas une entreprise, on appartient au centre de gestion, mais on n'est pas une entreprise privée, on n'a pas vocation à faire de bénéfices, ce qui explique que les frais de gestion ne sont pas du tout en adéquation avec ce qu'on va retrouver dans le secteur privé où là, l'intérim privé coûte quand même très très cher. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première différence. Mais pour ce qui est du reste, on agit un petit peu de la même façon. C'est-à-dire que lorsque vous avez des besoins ponctuels, par exemple, encore une fois, ça peut être un remplacement pour congé maladie, accident du travail, disponibilité, détachement, etc., etc. Vous pouvez, euh, vous pouvez euh, vous pouvez tout à fait nous solliciter. On a un vivier de candidats. Alors, on va puiser dans notre vivier et on va pouvoir vous mettre à disposition du personnel. Si on n'a pas forcément de personnes disponibles à l'instant T dans notre vivier, on va publier des offres d'emploi sur nos réseaux habituels, notamment la page Facebook de l'agence Compétences et Territoires, mais pas que. Et on va en fait recevoir des candidatures, présélectionner en entretien les candidats et in fine vous les proposer pour que vous puissiez vous-même les rencontrer dans l'objectif en fait de vous les mettre à disposition par la suite. Voilà. Donc finalement, on agit vraiment comme une agence d'intérim pour des besoins ponctuels et pas que. Bien souvent, les missions temporaires sont utilisées pour tester aussi des candidats en fait, tout simplement. Donc, ça peut être donc pour assurer le remplacement d'un agent qui est définitivement parti suite à un départ en retraite, encore une fois, ou à une mutation, ou à une fin de contrat, tout bêtement. Et donc, on peut donc vous mettre à disposition et vous aider surtout à recruter du personnel. Euh, les, Notre vivier, il est principalement constaté, pour être tout à fait transparent, vraiment de tous les emplois qu'on va trouver dans les écoles, type ATSEM, animateur périscolaire, agent polyvalent des écoles, etc. On a aussi beaucoup de viviers dans le technique, tout ce qui est agent technique polyvalent, agent d'entretien des espaces verts, agent d'entretien des locaux également. On a également du vivier en administratif, notamment en secrétariat de mairie, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un secteur qui en forte pénurie. Le marché de l'emploi est très très compliqué et on a du réseau, mais c'est pas forcément. Je pourrais pas vous garantir que j'aurai toujours quelqu'un sous la main entre guillemets à vous mettre à disposition du jour au lendemain. Pour ça, effectivement, mes collègues Catherine et Léa seront bien plus à même de, de répondre à cette problématique d'urgence en fait. Voilà. Et enfin, je voulais également vous parler de l'aide au recrutement, parce qu'on a un petit peu remodelé la convention qui était jusqu'alors utilisée. Et on a également un petit peu modifié le mode de fonctionnement du processus. Alors, ce qu'on appelle l'aide au recrutement, qu'est-ce que c'est? Basiquement, c'est une aide au recrutement beaucoup plus poussée que par le biais des missions temporaires. On va vous accompagner dans la rédaction de l'offre d'emploi pour qu'elle soit la plus attractive possible en fait. Parce qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi dans la fonction publique, il est encore une fois très compliqué parce qu'on a un problème majeur et je pense que tout le monde s'en rend compte, on souffre d'un manque d'attractivité. On essaye de le corriger par divers leviers, mais il faut composer avec cette contrainte en fait, en quelque sorte. Et donc, ça passe par une offre d'emploi qui est la plus attractive possible. On va ensuite évidemment faire des entretiens téléphoniques avec les candidats qu'on va sélectionner. On va leur faire passer ce qu'on appelle des inventaires de personnalité. L'objectif, il peut être obscur, mais en fait, il est assez simple. C'est de vérifier, de s'assurer que votre cahier des charges, votre besoin colle finalement avec le profil du candidat. Et enfin,
si la personne valide quelque part, passe ces 2 premières étapes, on va se déplacer en mairie pour réaliser les entretiens avec vous. L'idée, c'est de fiabiliser au maximum, le recrutement. Alors, ça sera jamais une science exacte, ça reste de l'humain. Néanmoins, en rajoutant des différentes étapes comme celle-ci, on peut se permettre et on peut réduire finalement le risque de se tromper, même si on ne pourra jamais le réduire à zéro. Malheureusement, ça c'est impossible. Mais en tout cas, on peut mettre des filtres. Voilà. Et toujours pareil, dans le cadre de l'aide au recrutement, aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, et c'est assez intéressant parce que c'est une transformation en fait du marché de l'emploi. Que ce soit dans le public ou dans le privé d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à de plus en plus faire de recrutement et aller rechercher des personnes qui n'ont pas candidaté au poste. Aujourd'hui, les recrutements, bien souvent, se font sans que les personnes candidatent au poste. Ça peut paraître étrange, mais le marché est tellement saturé aujourd'hui qu'effectivement, il faut aujourd'hui changer de paradigme. Il faut aller chercher les candidats. Ils sont sur des bases de données, ils se déclarent ouverts au marché de l'emploi. Ils peuvent être en poste ou pas. Il faut aller il faut aller se vendre, il faut aller vendre le poste, il faut aller vendre les employeurs, les mairies. Il faut faire un travail qui est assez différent finalement de ce qui a longtemps été le cas dans le recrutement, c'est-à-dire d'attendre que les candidats postulent et ensuite on avançait dans le cadre d'un processus de recrutement somme toute assez classique. Voilà. David, oui, effectivement, Oui, ça, vous arrivez, enfin, vous proposez des missions de sourcing en fait pour aller voilà, c'est ça. puiser dans une multitude de C'est ça. vecteurs, de sites, de C'est ça. plateformes, de job boards, etc. Donc Et ça, ça c'est en marche plutôt bien aussi. parallèle, effectivement, et c'est en parallèle dans le cas de l'aide au recrutement. Ça vient en plus et non pas à la place de poster des offres d'emploi attractives. Malheureusement, il faut Ouais, cumuler. Hein, faut pas, c'est pas à la ouais. place d'eux, ça serait trop Il faut beau. courir plusieurs lièvres à la fois pour. Exactement, Voilà. exactement pour maximiser nos chances de réussite. Exactement, oui. Ok. Alors David, oui, juste une petite Oui, précision sur les formations oui, de secrétaire de mairie. Donc comme oui, tu l'as dit, hein, on a répondu oui, à une offre, un marché de la région Grand Est. oui, On part avec donc la CCI, hein, qui peut paraître être un acteur un peu imprévu. Enfin, on ne soupçonnait pas qu'il puisse s'intéresser au secrétaire de mairie, mais c'est le cas. Et donc, comme tu l'as dit, ça commence fin avril. On recherche des oui, formateurs, oui, des secrétaires de mairie et accueillant les stagiaires. Juste pour compléter, on ne s'interdit pas avec cette formation-là de continuer à solliciter le CNFPT, bien sûr, sur des systèmes de formation de secrétaire de mairie, secrétaire général de mairie. Pour l'instant, on n'a absolument pas aucune certitude. On rencontre le CNFPT quand même régulièrement avec les CDG, parce que la situation est exactement la même dans tous les départements. Hein, voilà. Donc on reste quand même au contact et il est possible que dans l'avenir on ait des formations avec la CCI, Région Grand Est, mais aussi peut-être d'autres systèmes de formation qui pourraient s'additionner pour les secrétaires généraux de mairie. Mais là, pour le coup, on ne peut pas vous en parler parce qu'on n'a absolument aucune piste concrète. Et bien sûr, dès qu'on aura plus d'informations, vous en fera part sur des visios, par mail, etc. etc. Voilà. Et puis bien sûr, l'idée, c'est aussi avec le conseil régional Grand Est, ou même avec d'autres partenaires, de proposer aussi des formations qui allient théorie et pratique sur d'autres métiers en tension. Si je dis pas de bêtises, David, les métiers en tension, on peut en trouver sur les agents techniques, comme tu l'as dit, oui, oui. avec la mise à disposition des Hervé Laporte chez nous, mais Mm, aussi sur la petite enfance, tout ce qui est scolaire, périscolaire. oui, aussi. C'est aussi, voilà. Ce qui a des ATSEM, problématiques de diplôme voilà. obligatoires en fait, qui compliquent parfois un peu le recrutement. Ouais. Voilà. Donc c'est aussi on va dire nos prochains projets qui s'additionneront. Hein. On peut estimer que voilà, dans le futur, on puisse avoir toute une série de formations théorico-pratiques sur d'autres métiers que secrétaire général de mairie, en plus de secrétaire général de mairie qu'on fait depuis 10 ans, parce que les premières formations secrétaire général de mairie datent de 2015. Donc on fête les 10 ans. Joyeux anniversaire à cette formation. J'espère qu'elle durera encore un moment. Oui, et je t'ai coupé, par contre, je ne sais pas si tu avais fini ou si tu voulais aborder d'autres points sur ta séquence. On a le temps, donc il n'y a pas de souci. N'hésite pas. Non, j'avais terminé. Alors, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Alors, pour les questions vraiment relatives à la formation, si vous avez pour toutes les questions que vous êtes susceptibles d'avoir, je vais mettre les coordonnées de mon collègue, hein, Guillaume Cuny, qui sera ravi vraiment de vous répondre là-dessus, parce que je suis pas forcément en capacité de vous répondre sur des questions plus techniques. Hein, voilà, hormis dans les grandes lignes. Voilà. Mais sinon, pour toutes les autres questions que vous pouvez avoir sur les agents, les missions temporaires, le recrutement, la mise à disposition des secrétaires de mairie ou de notre agent technique, n'hésitez pas.
Ok, merci David pour cette petite séquence. Bon, il n'y a pas de questions. Enfin, il y a eu des questions sur le temps partiel, mais les collègues y ont répondu. On peut passer à la séquence suivante. Et puis, bien sûr, si tu peux rester un tout petit peu connecté ou mettre les Oui, infos oui, bien dont tu sûr. as parlé. Si jamais il y avait d'autres questions, tu peux répondre dans le chat directement. Oui. Donc, le troisième point, c'est le service médecine agréée de contrôle. Charline, comment et quand le solliciter, pour rappel, et puis faire peut-être un petit état des lieux, peut-être, je sais pas, depuis que le service existe, puisqu'il a fêté ses 1 an le 1er janvier dernier. Allez-y. Partager mon écran, vous me direz si c'est OK pour vous. C'est OK pour nous, oui. C'est OK? Ouais. Donc oui, effectivement, donc c'est un service qui a vu le jour en janvier 2024. Donc l'idée, c'était de faire un petit rappel aujourd'hui par rapport à voilà ce que peut proposer ce service, puisque on a des collectivités voilà qui ont bien intégré la création de ce service et les missions qu'on propose. Certaines collectivités voilà nous ont encore pas sollicité, donc le but aujourd'hui c'était de faire un rappel sur ce qu'était le service et comment les collectivités peuvent en bénéficier. Donc, au niveau des références juridiques, donc on s'appuie sur et à la fois le code de la fonction publique et le décret 87-602 qui est relatif notamment à l'organisation des conseils médicaux, puisque on voit apparaître dedans les missions du médecin expert agréé. Donc, au niveau du service de médecine agréée de contrôle, à notre niveau, au niveau du CDG, donc c'est un service médico-administratif qui va vous accompagner sur plusieurs points. Le premier point, c'est sur votre politique de contrôle médical. Ensuite, ça va être sur la gestion de l'absentéisme au sein de votre collectivité. Et enfin, sur le statut de la fonction publique territoriale. Et donc, on vous apporte, en plus de ce que peut vous apporter notamment les instances médicales, du conseil statutaire, surtout dans le cas où les dossiers de vos agents qui sont actuellement en arrêt ne passent pas par le conseil médical. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez nous solliciter dans le cadre du service de médecine agréée de contrôle et on vous accompagne sur toutes les questions statutaires. Au niveau de la composition, donc on a un médecin généraliste expert agréé à temps complet au sein du centre de gestion, donc ce qui nous permet de raccourcir les délais au niveau des rendez-vous et les délais au niveau des rendez-vous d'expertise, et un secrétariat qui est dédié donc à ce service. Et donc les visites se déroulent exclusivement au centre de gestion, donc au cabinet du médecin, à titre vraiment exceptionnel lorsque c'est un agent qui est placé en structure pour des raisons de santé. Le médecin peut se déplacer, notamment dans le cadre où c'est un agent qui serait mis à la retraite pour invalidité, pour pouvoir coter les infirmités qu'il présente. À ce moment-là, à titre exceptionnel, le médecin pourrait se déplacer, mais la majorité des visites se déroulent au sein de nos locaux au niveau du centre de gestion. Donc, sur quel principe? Donc, on a deux versants au niveau de ce service. On a la médecine agréée d'un côté et la médecine de contrôle. Donc, on va parler de visite de contrôle et d'expertise médicale. Donc, les deux sont réalisés par notre médecin du service de médecine agréée de contrôle et l'agent est dans l'obligation de s'y soumettre sous peine d'interruption de la rémunération que la collectivité peut imputer à l'agent dans l'attente de sa présentation à un nouveau rendez-vous, que ce soit pour la médecine de contrôle comme pour la médecine agréée dans le cadre d'expertise médicale. Au niveau de la médecine agréée, donc on propose 12 types de visites différentes. Donc vous verrez là, vous voyez sur la liste, il y a des visites, des motifs qui sont un peu plus en gras que d'autres. Ça, ce sont des visites obligatoires dans lesquelles vous êtes dans l'obligation de faire voir votre agent auprès d'un médecin expert agréé. Donc bien évidemment, on propose toutes ces visites-là, notamment l'aptitude à l'embauche pour les postes nécessitant des conditions de santé particulières, l'aptitude au port d'armes, l'aptitude pour prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, l'aptitude d'un agent à suivre une formation pendant un temps partiel thérapeutique. Dans ce cas-là, l'agent devrait réintégrer le service à temps complet et donc il faut l'accord d'un médecin agréé pour que pendant cette formation, l'agent puisse réintégrer à temps complet pour ensuite être placé de nouveau en temps partiel thérapeutique. Toutes les visites relatives aux imputabilités
au service d'une rechute, même si l'accident ou la maladie pro a été reconnu sans qu'il y ait d'expertise au préalable. Lorsqu'il y a une notion de rechute, il doit obligatoirement y avoir une expertise médicale réalisée par un médecin expert agréé, et donc on le propose également au niveau du service. Tout ce qui est question de guérison, consolidation et fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle suite à une maladie professionnelle ou un accident de service, l'attribution d'allocations temporaires d'invalidité et ses révisions, les retraites pour invalidité et l'aptitude de l'agent en fonction du grade à toute fonction à la demande du médecin du travail. Donc ça, ce sont toutes des visites obligatoires où vous devez obligatoirement faire appel à un médecin expert agréé. Et on propose également 3 autres visites dans cette partie médecine agréée qui sont l'aptitude à travailler dans la fonction publique, ce qu'on appelait auparavant la visite d'embauche, plus communément, où l'avis du médecin agréé n'est plus une obligation. Nous, on le conseille fortement, mais en tout cas, ce n'est plus une obligation. Vous êtes dans l'obligation d'envoyer votre agent auprès du médecin du travail, mais plus forcément auprès du médecin agréé. Et puis, les 2 autres visites, c'est dans le cadre de l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle ou maladie hors tableau, lorsque la collectivité a un doute, en tout cas sur l'imputabilité, même si le médecin du travail va donner un avis favorable selon lui, la collectivité peut, en complément, solliciter l'avis d'un médecin expert agréé. Sur le versant de la médecine de contrôle, donc là, on propose 6 types de visites. Donc vous allez retrouver notamment le renouvellement du temps partiel thérapeutique au-delà des 3 premiers mois, puisque vous êtes dans l'obligation de faire contrôler votre agent dans ce cadre-là. Donc il y a d'abord l'avis du médecin traitant. Le médecin traitant va prescrire le temps partiel thérapeutique et le médecin expert agréé, lui, va confirmer la prescription du médecin traitant, et le médecin du travail, lui, pourra vous aider dans l'organisation du temps partiel thérapeutique. Mais à partir du 4e mois de temps partiel thérapeutique, sur l'année médicale de référence, il faut obligatoirement faire valider la prescription par un médecin expert agréé. On propose également le contrôle d'un arrêt de travail moins de 6 mois consécutifs. Le contrôle d'un arrêt de travail supérieur à 6 mois consécutifs, c'est un motif de saisine qui a été retiré au niveau des instances médicales et auprès du conseil médical, mais vous êtes tout de même dans l'obligation de faire contrôler l'arrêt de travail lorsque l'agent atteint les 6 mois consécutifs par un médecin agréé, et donc ça passe par le service de médecine agréée de contrôle. Le congé maladie pour suivre une cure thermale, le contrôle d'un arrêt de travail d'un agent en CITIS ou d'un agent en congé de longue maladie, longue durée ou grave maladie, puisque au moins une fois par an, vous êtes dans l'obligation, lorsque le dossier ne passe pas auprès du conseil médical, vous êtes dans l'obligation d'envoyer votre agent au moins une fois par an auprès d'un médecin expert agréé. Les objectifs de ces visites au niveau de la médecine agréée, donc c'est surtout de s'assurer de l'aptitude médicale à l'embauche, de vérifier la compatibilité entre l'état de santé, que ça soit physique ou mental, et le port d'armes, notamment lorsque ça concerne la visite aptitude au port d'armes, statuer sur l'imputabilité d'un accident ou d'une maladie, déterminer une date de guérison de consolidation, fixer un taux d'IPP, statuer sur une retraite pour invalidité, compléter également les formulaires CNRACL obligatoires et confirmer ou infirmer ou acter une inaptitude au poste ou à tous les postes de la fonction publique. Pour le versant médecine de contrôle, là, à ce moment-là, le médecin, lui, il va surtout soit vérifier la validité des arrêts, prévenir au mieux les arrêts pour raisons de santé qui ne seraient pas justifiés ou qui ne le sont plus. À contrario, démontrer aussi le bien fondé de certains arrêts maladie afin de lever d'éventuelles suspicions au sein de la collectivité et améliorer aussi les relations au sein des services. Justifier une demande éventuelle de réintégration, redonner du sens à l'arrêt maladie et renouveler ou non les congés pour raison de santé dans le cadre des dossiers de saisine du conseil médical, donc que ce soit par rapport à un CITIS, donc un congé relatif à un accident, une maladie professionnelle, ou des congés d'origine non professionnelle comme le longue maladie, longue durée ou grave maladie. Au niveau de l'organisation des visites, donc la collectivité effectue sa demande de rendez-vous
via notre plateforme Aura. Donc, elle complète le formulaire de demande. Donc, il y a un formulaire par type de visite et elle y dépose les documents associés à ce motif de visite. Ensuite, à notre niveau, donc on organise le rendez-vous auprès du médecin expert agréé. On envoie la convocation à l'agent et également à la collectivité pour information. Il y a la réalisation de la visite ou de l'expertise par le médecin expert agréé. Et ensuite, la collectivité reçoit soit un compte-rendu, soit un certificat, ou alors l'information à minima que l'agent s'est bien rendu en expertise et que le compte-rendu a été transmis au service des instances médicales si toutefois le dossier doit passer auprès du conseil médical, que ce soit en formation restreinte ou en formation plénière. Au niveau de la charge financière, donc la charge financière, elle va couvrir quoi? Elle va couvrir l'organisation du rendez-vous. Donc ça va être tout ce qui est convocation, rédaction de l'ordre de mission, la gestion des échanges avec le médecin. Ensuite, elle va couvrir la consultation auprès du médecin expert agréé, la rédaction du compte-rendu d'expertise, l'accompagnement qu'on pourra faire au niveau de la collectivité sur le placement de l'agent, l'apport du conseil statutaire et le lien avec les autres services du CDG pour une gestion globale des situations individuelles, notamment avec le service assurance statutaire, le service PSC ou encore le service carrière et d'autres. Donc voilà, on essaye de faire le lien en interne, travailler en transversalité au niveau du centre de gestion. Pour les collectivités affiliées, la charge financière, elle est comprise dans la cotisation additionnelle. Donc, pour toutes les collectivités affiliées, vous payez pour ce service de médecine agréée et de contrôle. Donc, on vous invite fortement à vous servir des missions qu'on vous propose au niveau du centre de gestion. Par contre, attention, si votre agent ne se présente pas au rendez-vous, en plus de la cotisation additionnelle, il y aura des frais de carence qui vous seront transmis de manière trimestrielle pour voilà, vous faire porter un peu la responsabilité de la non-présence de votre agent. Frais de carence qui peuvent être redemandés auprès de votre agent si ça figure au niveau de votre règlement intérieur. Pour les collectivités non affiliées, elles peuvent également bénéficier de ces services et à ce moment-là, ce sera via une tarification à l'acte. Donc, vous avez été destinataire pour ces collectivités non affiliées d'une newsletter par rapport à ce service avec les différents tarifs par rapport aux différents motifs de visite. Et au niveau du service, on reste disponible si toutefois vous aviez des questions voilà, par rapport aux différents motifs ou par rapport à la tarification qu'on applique au niveau des visites médicales. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, Frédéric? Alors, au niveau des questions, oui, il y en a une. Nous devons saisir le conseil médical pour un agent, mais celui-ci ne nous transmet pas les pièces demandées, éléments médicaux notamment. Pouvons-nous ne pas lui maintenir sa rémunération et pouvons-nous transmettre le dossier sans l'ensemble des documents? Alors, je pense... Ah oui, pour le conseil médical, là, pour le coup. C'est plus pour sur le conseil de l'IM, médical. ça. Oui, c'est plus sur les instances médicales. Après, voilà, c'est quand même assez, ça se rejoint un petit peu, donc c'est pas grave. Ouais. La suspension de la rémunération, c'est vraiment lorsqu'il y a une non-présentation de l'agent à un rendez-vous, comme une expertise médicale. Donc là, ça pourra pas être mis en place. En revanche, il faut vraiment pouvoir prouver en fait que la demande que vous avez faite par courrier, par exemple, d'envoyer ces éléments-là, l'agent ne vous répond pas ou n'est pas allé chercher ces courriers. Nous, à ce moment-là, vraiment en dernière intention, on peut se permettre d'écrire au médecin traitant de l'agent pour récupérer un minima des éléments médicaux de manière à pouvoir l'envoyer en expertise médicale. Après, c'est vraiment en dernière intention et quand il n'y a plus du tout de solution. Certaines collectivités font déplacer un de leurs agents, s'ils ont un agent assermenté ou des choses comme ça, directement à domicile pour remettre le courrier contre signature en main propre. Oui. C'est vrai que les recommandés mettent aussi parfois quelques jours à arriver, donc ça peut accélérer les choses. A priori, Charline, il n'y a pas d'autres. Ah si, une deuxième question dans le cas d'un agent intercommunal. Donc intercommunal, c'est multi-employeur.
en arrêt depuis plus de 6 mois pour accident du travail. Est-ce que la visite de reprise doit être demandée par les différents employeurs? Est-ce que chaque collectivité doit demander ou est-ce que la collectivité principale Oui, doit s'en alors c'est charger? toujours la collectivité principale qui prend le dessus sur les autres collectivités. Nous, c'est toujours sur la collectivité principale que l'agent ressort en premier. Donc, c'est vraiment à celle-ci de solliciter la visite de reprise. Et dans l'éventualité où il y aurait aussi une saisine des instances médicales ou des choses comme ça, ce sera toujours la collectivité principale qui sera notre interlocuteur à nous principal. Et après, charge à elle de transmettre et de communiquer les informations aux autres employeurs. Ouais. Collectivité principale, on le rappelle, c'est la collectivité dans laquelle travaille le plus l'agent. Et en cas d'égalité, c'est la collectivité qui la recrute depuis le plus longtemps en termes d'ancienneté. Et s'il y a égalité, match nul, on tire au sort. C'est à peu près ça. Il n'y a pas de Oui, solution après, généralement, particulière, les c'est très rare. collectivités se mettent elles se mettent d'accord et elles se Et tout partagent, se passe bien. voilà. Voilà. Mais c'est la collectivité principale, celle qui la recrute pour le plus d'heures hebdomadaires. Donc a priori, pas d'autres questions. On peut rester connecté un petit peu en attendant les Oui, deux bien autres sûr. séquences. Voilà. On passe là pour le coup sur l'assurance statutaire. Donc on a un contrat cadre départemental donc avec 400 collectivités qui a débuté nouvellement au 1er janvier, enfin qui a pris la suite des précédents. Et au 1er janvier, il y a quand même un petit peu de changement, Sophie, sur les cotisations en particulier. Une surcotisation qui est appliquée si la collectivité n'a pas de document unique Qui va d'évaluation des risques s'appliquer. professionnels. Oui. Allez-y. Ouais, on vous entend bien. Nickel. Ah, alors attendez, je voulais partager l'écran, mais je ne le vois plus. Ah. Je vais combler pendant le temps. Oui, désolée. Non, il n'y a pas de mal. Je le recherche. Donc effectivement, pourquoi ce positionnement de lier la cotisation à la présence d'un document unique? Tout simplement parce que l'assurance statutaire rembourse les collectivités en cas d'accident du travail et maladie professionnelle. Et le premier outil RH à avoir pour limiter ou éviter les accidents et maladies pro, c'est le document unique. C'est d'ailleurs un document unique, ce document qui vous permet aussi de solliciter des aides financières. C'est un préalable aux demandes d'aide financière du FNP, par exemple, le Fonds national de prévention. Donc c'est quelque chose qui est vraiment obligatoire, qui d'ailleurs sera demandé lorsque le fonds de lutte contre l'usure professionnelle sera mis en place. Le document unique sera inévitable. Voilà. On a à peu près 200 ou 250 collectivités qui ont un document unique dans les collectivités vosgiennes. Et le but du jeu, c'est d'inciter les collectivités à créer et à mettre à jour le document unique. C'est pas le tout de le faire. Il faut le mettre à jour globalement tous les ans. Ou plus d'ailleurs. Sophie, est-ce que... Bon, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le voir. Ça le fait exprès quand j'ai pas testé. Dans la fenêtre de sélection de l'écran. Alors, je l'ai refermé, je l'ai rouvert, je le vois pas. Alors, sinon, envoie-le-moi par nature. Je peux essayer de faire un partage d'écran. Oui. Si tu veux. On peut essayer de faire comme ça. Et donc, l'idée de l'intervention, c'est que Sophie nous présente un peu le calendrier, puisqu'il faut savoir à quelle date on doit vous présenter un DU ou sa mise à jour, et l'impact sur les cotisations. Voilà, c'est tout bon, Sophie, je vais l'ouvrir. Voilà. Alors, à toi de combler pour le coup. Le temps que j'ouvre le document. Oui. Donc, dans le cadre du nouveau contrat groupe d'assurance statutaire, donc, comme le disait Frédéric, une surcotisation spécifique sera appliquée aux collectivités qui n'auraient pas réalisé ou mis à jour leur document unique. Donc, c'est bien pour le contrat qui a débuté au 1er janvier de cette année. Donc, c'est une surcotisation qui pourra s'appliquer que sur la facture que vous verrez, que vous recevrez au printemps 2026. Alors, normalement, vous voyez mon document. Sophie, est-ce que tu vois mon document? Moi, je le vois. Oui, je vois. Ok. Parfait. Alors, dis-moi. Oui, pardon, voilà. Voilà, donc cotisation. Donc, on parle bien de la cotisation au centre de gestion. On ne parle pas de la cotisation à l'assureur. Et donc, c'est le lien avec le document unique. Voilà.
Donc, il y a deux taux, le taux A et le taux B. Le taux A, c'est exactement le même que sur le contrat groupe qui s'est terminé au 31 décembre 2024. Donc, la surcotisation, c'est 0,05 pour les petites collectivités qui n'ont pas réalisé le DU ou qui ne l'ont pas mis à jour. Donc là, on a le tableau avec les dates limites de réalisation du DU ou de mise à jour, de limite de mise à jour du DU. Donc là, pour bénéficier du taux le plus bas à 0,60, les collectivités qui adhèrent au contrat groupe actuel ont jusqu'au 1er mars pour réaliser le DU, ou alors, donc, il doit être mis à jour selon les textes tous les ans. Donc, s'il a été, faut qu'il soit mis à jour, sinon, si vous en avez déjà réalisé un, qu'il soit mis à jour avant le 30 novembre de cette année. Et ainsi de suite pour les années qui suivent. Voilà, donc c'est pareil pour toutes les années qui suivent. Le taux de cotisation donc est réévalué tous les ans. L'objectif de la surcotisation, c'est d'encourager la prévention en incitant chaque collectivité à respecter ses obligations légales et à s'engager dans une démarche de prévention des risques, parce que pour rappel, le document unique est obligatoire depuis 2001. Et aussi, on a aussi décidé d'appliquer cette surcotisation pour protéger la mutualisation du contrat, parce que le DU contribue à limiter l'absentéisme et qui permet donc de garantir les taux de cotisation des assureurs avec lesquels on travaille. Donc là, c'est bon pour la cotisation au centre de gestion. Après, par contre, je vous ai remis un petit flash. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai pas... Alors, sur les questions... Je vois qu'il y a des questions. Qu'il faut présenter notre... Oui, on est d'accord qu'il faut présenter notre document unique à la F3SCT afin de valider la mise à jour. Soit validé. Oui, ça doit être validé. Donc, normalement, effectivement, en tout cas pour les collectivités de moins de 50 agents, donc dont le CST et la formation spécialisée dans les santé et conditions de travail, si elle, est présente au niveau du CDG 88. Nous, on a un listing, en fait, Sophie, c'est ça. On a un listing des collectivités qui ont un document unique, parce que ça fait obligatoirement l'objet d'un passage devant cette formation spécialisée. Et donc, par contre, informer aussi la F3SCT des mises à jour, de toute façon. Voilà. En tout cas, on vous répertorie comme ça, puisque la F3SCT est un passage obligé pour l'adoption et la mise à jour du DU. Oui. Et comme le contrat groupe précédent, d'ailleurs, je ne l'ai pas redit, mais c'était mis sur la diapositive, comme le contrat groupe précédent, il y a un fonds de soutien qui est accordé aux collectivités qui sont adhérentes au contrat groupe. Donc, si vous voulez faire appel au service du centre de gestion, au service prévention, vous avez ce fonds de soutien. Ok. Voilà. Et le petit flash spécial, donc c'est au niveau de la déclaration des sinistres. En fait, c'est pour faire un petit rappel, mais je pense qu'on va lancer une newsletter pour nos collectivités adhérentes. C'est par rapport aux déclarations des maladies professionnelles, parce qu'on en voit pas mal où les collectivités ne font pas la déclaration dans l'onglet prévention dans les temps. Et c'est pour rappeler que les collectivités donc ont 90 jours à partir de la réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l'agent pour réaliser cette déclaration dans Agir. Donc, dans l'onglet prévention. Dans l'onglet prévention, comme un accident du travail, sauf que ils vont indiquer que c'est une maladie professionnelle, mais c'est très, très, très important parce que si c'est pas fait, donc les délais d'instruction pour reconnaître une maladie professionnelle, c'est très long. Et si c'est fait, donc au moment où nous on peut être informé, la déclaration ne sera pas faite dans les 90 jours qui suivent la demande de réception de l'agent. Et là, on a des refus de prise en charge de l'assureur parce que les délais contractuels ne sont pas respectés. Voilà, donc vraiment ces 90 jours, ne serait-ce que pour saisir vraiment le cas en fait dans Agir. Voilà. Après, il y a certainement des instructions auprès du service de Charline. Au niveau des instances médicales. C'est vraiment comme une pré-déclaration en fait. Même si au final la maladie professionnelle n'est pas reconnue, mais si elle vient être reconnue et que cette pré-déclaration n'est pas faite,
on risque un refus de prise en charge. Alors, une bonne question de Delphine François. Cette déclaration, on est d'accord qu'elle se fait évidemment pour les agents CNRACL, les agents du régime spécial. Par contre, est-ce qu'on l'a fait aussi pour les agents IRCANTEC, qui soient d'ailleurs contractuels ou titulaires IRCANTEC régime général? Oui, Voilà, oui, pour les comme deux. Charline est là aussi, elle peut compléter. Enfin voilà, c'est bien ça. On fait pour tous les agents, on se pose pas de Pour questions. tous les agents, oui. Après, Voilà. ils attendront juste pour les autres l'accord c'est la CPM qui va se prononcer sur l'imputabilité. Ouais. Alors, il y a deux Après, procédures dans le cadre. Oui, Pardon. oui, Charline, vas-y. Que ça soit pour les agents IRCANTEC ou CNRACL, ce qui est important de retenir, et vous pouvez agir de la même manière pour les deux, c'est premier interlocuteur à solliciter, ça sera le médecin du travail, puisque c'est lui qui va statuer en premier. Et le deuxième point, c'est de faire la déclaration, comme le dit Sophie, sur agir. Et après, quoi qu'il en soit, on peut revenir en arrière et reprendre la situation, ça, il n'y a aucun problème. L'avis du médecin de prévention, même pour les agents qui sont IRCANTEC et qui relèvent de la CPAM, il pourra toujours être joint en fait au questionnaire que la CPAM va vous envoyer. Et de plus en plus, de toute façon, le médecin conseil de la CPAM nous sollicite pour avoir l'avis du médecin. Donc, il n'y a plus à se poser la question, voilà, du régime de l'agent. Les deux points vraiment à faire, c'est la sollicitation du médecin de prévention et la déclaration sur agir au niveau de la partie déclaration maladie pro. Et la question que je voulais soulever, alors c'est à la fois une question pour un agent en régime général IRCANTEC. Ça, c'est les procédures vis-à-vis du centre de gestion, médecin de prévention, comme le dit Charline, agir pour l'assurance statutaire. Mais il y a aussi une procédure au niveau de la sécurité de la CPM pour dire l'agent déclare une maladie pro. Oui, c'est ça. Alors en fait, c'est l'agent qui va faire sa démarche auprès de la CPAM et ensuite la CPAM reviendra vers l'employeur avec un questionnaire à compléter. Voilà. Voilà, faut pas oublier, qu'il y a une étape aussi, alors pour le coup, qui est introduite par l'agent, par le salarié C'est ça. au Là, niveau par de la contre, c'est un peu CPM. plus. D'accord. Exactement. Okay. Pour les CNR, l'agent fait sa démarche auprès de son employeur. Pour les agents IRCANTEC, l'agent fait cette démarche au niveau de son employeur et également, c'est lui qui le fait auprès de la CPAM. Et après, la CPAM reviendra vers l'employeur. L'employeur joindra également l'avis du médecin du service. Ouais. Voilà. Alors, toujours la question, Mme François, nous avons transmis au service de médecine du CDG, mais il faut ouvrir une déclaration sur Agir également. Alors, je ne sais pas si les Forges ils sont adhérents assurances, je pense que oui. Oui. Et si c'est le cas, effectivement, il faut ouvrir une déclaration sur Agir, comme le disait Sophie, c'est ça? Oui, c'est vraiment pour ça que je fais le point, parce que je pense que c'est pas forcément clair pour toutes les collectivités. Et en plus, quand on fait la déclaration dans l'onglet prévention pour une maladie professionnelle, on a l'impression de ne pas indiquer grand-chose parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments à indiquer. Mais c'est vraiment très, très important de la faire. C'est un élément obligatoire, en fait, pour après pouvoir faire prendre en charge une maladie professionnelle par l'assurance statutaire. D'accord, ok. Et je ne sais pas si je comprends bien la question de Madame François, mais le questionnaire qui est envoyé par la CPAM, il est à destination de l'employeur. Donc c'est à l'employeur de compléter ce questionnaire. L'employeur pourra en plus donner le rapport du médecin de prévention, mais le questionnaire, c'est l'employeur qui le complète. Alors, ouais, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Et juste si je peux revenir aussi, donc parce que l'assurance statutaire, on travaille beaucoup avec le service de Charline, comme Charline le disait tout à l'heure, mais juste pour rebondir dessus, il faut que ça soit aussi dit aux collectivités qu'on ne récupère pas toutes les collectivités qui font passer une visite à leurs agents auprès du SMAC, par exemple. On ne récupère pas automatiquement tous les comptes rendus des expertises médicales ou des visites auprès de nos collègues. Et donc, c'est important que les collectivités, elles sachent elles complètent, elles, leur demande de remboursement auprès de l'assurance statutaire. On ne peut pas aller voir nos collègues pour récupérer les dossiers parce que toutes les collectivités ne sont pas adhérentes au niveau de l'assurance statutaire. Et c'est pour ça que des fois, on retourne vers les collectivités en leur disant déposez-nous les conclusions administratives d'expertise médicale, parce qu'on ne peut pas les demander directement à nos collègues. On échange sur les dossiers, mais on ne peut pas récupérer directement les conclusions.
Ok. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? D'accord, non, a priori, pas d'autres questions. Ce serait bon pour les rappels. Les bases de l'assurance, peut-être, Sophie, Base de on doit l'assurance, il déclarer. nous en manque 180, oui. J'ai regardé. D'accord. Donc là, l'idée, c'est de se rendre sur Agir, d'aller Oui. dans Dans assurance, je suppose. détail de la collectivité, après onglet assurance et après le bandeau base de l'assurance 2024. Voilà. Mais donc là, il faut vraiment aller le plus vite possible sur cet item-là, de manière à faciliter les opérations de facturation et de correction d'appel de cotisation Oui. définitif pour l'année 2024 qui est terminée. Donc là, il faut vraiment essayer de tous aller sur Agir, donc détail de la collectivité, onglet assurance pour effectuer cette petite démarche. Ok, merci Sophie pour ces Merci. rappels. Alors, on en arrive à la fin de notre visio. Quelques rappels, quelques informations diverses. Au niveau de la mission RGPD, donc on a pas mal de retours, ce qui est vraiment bien. Juste pour rappel, et je vais vous mettre le lien dans le chat. Si vous étiez adhérent à la mission RGPD auprès du CDG 54, parce que c'est le CDG de Meurthe-et-Moselle qui pilote cette prestation-là et ce service-là, il faut vous rendre sur votre espace RGPD et puis vous avez les modèles de convention et de délibération pour pouvoir ensuite renvoyer ces éléments-là signés et validés par délibération directement sur la plateforme RGPD du CDG 54. Si vous n'étiez pas adhérente et que vous êtes intéressé pour adhérer à cette mission RGPD, eh bien, je vais vous envoyer dans le chat la page où vous allez pouvoir retrouver les documents et aussi l'adresse mail auquel il faut envoyer votre demande d'adhésion et vos documents. Voilà, c'est rgpd@cdg54.fr et le lien dans le chat. Donc ça, allez-y rapidement. La cybersécurité et la conformité RGPD commence à s'étendre aussi au niveau du secteur public. Donc essayez de faire ça rapidement ou alors d'avoir un conseil ou de vous mettre en conformité le plus rapidement possible. Une autre information, là, cette fois qui concerne un mail que vous avez que vous allez recevoir ces prochains jours, là c'est imminent. Nous allons mettre à jour par un mail et un formulaire que vous connaissez les référents élus, c'est-à-dire les coordonnées en fait directes et personnelles en fait des élus de vos collectivités. Donc ce mail-là va être envoyé ces prochains jours ou tout début de semaine prochaine grand maximum. On va avoir une communication qui va être faite par le service communication là-dessus. Et ensuite, les informaticiens chez nous enverront donc sur les boîtes mail des collectivités un petit formulaire. Vous aurez à cliquer sur le lien et remplir vos données, enfin vérifier les données présentes, les modifier le cas échéant et appuyer sur valider. Donc c'est une opération qui prend vraiment très très peu de temps, mais qui va nous servir à avoir les coordonnées directes des élus, puisqu'on s'adresse aussi de plus en plus aussi aux élus sous la forme de réunions d'information, de formation pour les élus, d'événements aussi du CDG. Donc voilà, n'hésitez pas à indiquer les adresses mail et les numéros de téléphone de votre maire, de votre président, de votre présidente. C'est quelque chose qu'on utilise avec parcimonie. On ne va pas les noyer d'informations, mais lorsqu'on doit vraiment les solliciter pour répondre à des sondages, pour des formations avec le DIF élu ou des réunions d'information dont les calendriers d'intervention vont être déterminés par le pôle de Brigitte d'ailleurs, et bien on pourra leur envoyer directement les informations. Donc voilà, on compte vraiment sur vous pour compléter, ça prend vraiment quelques secondes, c'est très rapide. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, formation secrétaire de mairie, bon ça on est déjà, donc ça débute fin avril, comme le disait David tout à l'heure, donc c'est plutôt une belle opération. On a oublié de préciser, je crois David, cette formation, elle est donc en 2025 et elle est reconductible 3 fois. Donc globalement, on a quand même 4 années devant nous, normalement, si tout se passe bien, puis il n'y a vraiment aucune raison que ça se passe pas bien, mais on a 4 années de formation secrétaire de mairie avec le conseil régional, donc c'est plutôt une belle avancée. Un petit rappel de date, purement de date, là cette fois il y a une visio le 27 janvier qui est organisée par le pôle compétences territoire, Géraldine Rochotte en particulier, sur les entretiens individuels d'évaluation et les fiches de poste. Donc ça c'est le 27 janvier, j'ai plus l'heure exacte mais vous avez le lien d'inscription qu'on pourra remettre aussi dans le chat
et qui est présent sur la première page du site. Et c'est une visio qui peut être vraiment intéressante à suivre si vous faites vos entretiens et vos fiches de poste pour la première fois. Ça peut être une redite et utile pour celles qui ont fait ça il y a fort longtemps. Donc n'hésitez pas à vous connecter, tout se passe en visio et c'est donc le 27 janvier. Voilà, merci pour le lien au niveau de la com. Et ensuite, je terminerai par juste une petite précision. On a 2 questionnaires de satisfaction qui vont vous être envoyés. Donc le premier est parti, je crois, ce matin, si je dis pas de bêtises, et sur vos boîtes mail. Et ce premier questionnaire concerne en fait la satisfaction qui concerne les mailings hebdomadaires qu'on vous envoie. Et vous avez dans le chat à l'instant en fait un lien que je vous invite à cliquer dessus même maintenant pour nous proposer et pour évaluer cette visio, mais aussi pour nous donner les motifs, les thèmes que nous pourrions aborder, voir aussi les partenaires que vous voudriez voir participer au niveau des visios 1 heure pour tout savoir. On a eu le CFPT la dernière fois, on devrait l'avoir encore cette année. La préfecture est intéressée, la DDFIP également. Ça peut être évidemment des interlocuteurs sur des sujets hors RH qui peuvent intervenir sur des séquences de 15-20 minutes. Donc voilà, vous avez les 2 liens, à la fois pour la visio d'aujourd'hui et à la fois l'évaluation des newsletters de la semaine, puisqu'on a un effort, on a fait ça depuis quand même bientôt 2 ans, je crois, ou moins une bonne année et demie. On vous envoie normalement un seul mail par semaine, justement pour rationaliser nos envois. Hors événement particulier, on peut donc comme ça vous avez en un seul mail l'essentiel en fait de l'actu et des rendez-vous, des événements qu'organise le CDG. Donc n'hésitez pas, là aussi ça prend très très peu de temps, c'est vraiment pas long à compléter. Donc on compte sur vous pour ces retours sur les mailings hebdomadaires et aussi pour la visio 1 heure pour tout savoir d'aujourd'hui. Oui, allez-y. On a oublié il y a des petites questions diverses dont on devait parler. Je vais faire un petit rappel. Oui, allez-y, Brigitte. Oui, non, c'est bien, allez-y. Voilà, il y avait un petit rappel à faire concernant le régime indemnitaire de la police municipale. Oui. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas encore délibéré, les communes qui sont dotées d'un service de police municipale, normalement au 1er janvier 2025, la délib aurait dû être prise par ces collectivités pour mettre en place le nouveau régime indemnitaire. Donc, on a fait une petite note d'information au mois de juillet 2024. Donc, je vous invite à vous y replonger si vous n'avez pas encore mis en place ces nouveaux textes. Donc, ils viennent se substituer aux anciennes primes indemnité spéciale mensuelle de fonction de la police et puis l'IAT notamment. Voilà, donc je vous invite à vous mettre en conformité avec ce nouveau régime indemnitaire. Pour l'instant, les trésoreries sont assez, permissives, donc elles permettent encore de verser les anciennes primes. Et voilà, donc il faut vous mettre en conformité dans les prochains mois. C'est assez urgent pour doter vos agents de ce nouveau régime indemnitaire. Voilà. N'hésitez pas à nous rappeler si besoin au service carrière ou un compte paritaire. Donc, c'était la première chose. Le deuxième point, c'était aussi une petite information sur le Code général de la fonction publique, qui est doté maintenant d'une partie réglementaire. Donc, il y a deux livres qui ont été introduits par un décret de novembre 2024, et ça s'appliquera à partir du 1er février 2025. Donc, il y a des références qui vont changer dans certains décrets, dans certains textes. Donc, on va procéder à une mise à jour là au fil de l'eau. Alors, ça concerne notamment le droit syndical, le droit de grève, les règles de cumul, la protection fonctionnelle, le dispositif de signalement, le dossier individuel, les futures élections professionnelles, etc. Donc voilà, donc on essaiera de mettre à jour dans les prochains mois les textes qui sont concernés par ce code. Voilà, et les références. Et Brigitte, c'est à droit constant, c'est-à-dire que cette codification de la partie réglementaire, elle ne change pas les règles, elle les organise et elle les numérote. Et il n'y a normalement aucune modification liée à cette... Entre les trois fonctions publiques, alors que ce n'était pas le cas avant, là maintenant c'est bien distinct. Et voilà, effectivement. D'accord. Voilà, donc, et la troisième et dernière info, ça concernait les campagnes 2025 avancement de grade et promotion interne. Pour l'avancement de grade, normalement, dès la semaine prochaine, celle-ci sera lancée. Et pour la promotion interne, en février,
probablement avant les vacances de février 2025. D'accord. Ok. C'est vous qui clôturez cette visio et je crois qu'on a dépassé de très très peu de temps parce qu'il est 15h36. Et donc voilà, donc si vous pouvez tout de suite cliquer sur les 2 liens d'évaluation avant de raccrocher, c'est super, on a déjà pas mal de retours, donc c'est bien de jouer le jeu en live. Et puis je vous remercie bien sûr pour votre participation. La prochaine visio aura lieu le jeudi 27 février, si je ne dis pas de bêtises. Et je ne dis pas de bêtises, le jeudi 27 février à 14h30. Vous avez également les dates, on vous donnera aussi les dates et la programmation de l'ensemble des dates de visio 1 heure pour tout savoir. Donc très rapidement, avec le fruit de vos retours sur les thèmes que vous voudriez voir abordés. Merci beaucoup. Et puis, on reste un petit peu connecté. Si jamais vous avez d'autres questions via le chat qui arrivent, n'hésitez pas. Et bon début d'année à toutes et tous. Rendez-vous très bientôt, donc le 27 février prochain.